sociétés. Elle possède un master en paysagisme obtenu en Italie, un doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme de l'Université de Tours en 2008. Ses principales problématiques de recherche portent sur les processus de protection et de mise en valeur des patrimoines et des paysages, l'interaction entre production et protection patrimoniale et planification spatiale. Laura Verdelli a publié en 2012, en collaboration avec Daniel Pini, Planification et gestion du patrimoine urbain et paysager. Elle vous propose aujourd'hui de répondre à la question « Y a-t-il de la place pour le végétal dans les villes patrimoniales ?» À l'issue de cette conférence d'environ 45 minutes, vous pourrez lui poser une ou deux questions. Merci d'accueillir chaleureusement Madame Verdelli. Merci beaucoup de m'avoir présenté comme maître de conférence et pas comme maîtresse de conférence, comme il a été écrit sur le programme. Alors, bonjour à tous. J'espère d'y arriver. Je suis un peu malade, donc je crains que, comme disait le conférencier précédent, je vais être dans un état plutôt végétatif, mais je vais essayer quand même de tenir le coup. Donc, ce n'est pas mon domaine principal, donc ça fait partie de mes domaines de recherche, mais ce n'est pas mon focus principal. J'ai essayé de recentrer autour de quelle place pour le végétal à l'intérieur des villes denses, en général protégées au titre des patrimoines. Donc, je vais commencer très rapidement par les textes d'une chanson de Maxime Le Forestier de 1989 qui s'appelle « Comme un arbre dans la ville » où il dit « Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, entre béton et bitume. Pour pousser, je me débats, mais mes branches volent bas, si près des autos qui fument. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de grilles. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues. Pour bâtir où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume. » À partir de ça, donc, j'ai essayé de résumer en 40 minutes une histoire assez longue, donc ça va être à la limite du simpliste. J'ai essayé d'être clair, j'ai fait un petit plan pour que vous puissiez suivre, qui va revenir au fur et à mesure. Et donc, je vais commencer par le végétal en ville, un passé de domination entre écarter la menace et potentialiser les opportunités. Donc, une vue zénitale contemporaine de nombreuses villes anciennes européennes révèle très peu d'éléments naturels dans les périmètres historiques, sauf quand ils ont été intégrés par défaut, souvent en raison de structures géomorphologiques qui furent utiles à des fins de défense et ou de transport, ou pas urbanisables à proprement parler. Déambuler dans des secteurs historiques procure une même expérience plutôt minérale. En effet, au moment de la fondation des villes, cette nature n'a pas été valorisée en tant que telle et seule son utilité ou son inévitabilité a conduit à sa conservation. Jusqu'à la période pré-industrielle, les villes de matrice européenne, qu'il s'agisse de villes situées en Europe ou de celles fondées dans les colonies, se sont créées dans un certain antagonisme avec la nature environnante, vue en même temps comme une menace en raison des risques naturels, par exemple, et comme une opportunité que l'on peut exploiter pour des fins de défense, de développement ou de commerce et de transport, tirant parti de la topographie et des voies de communication constituées par les rivages fluviaux ou maritimes. Dans une optique utilitariste, elles se sont placées à proximité d'éléments à valoriser, tout en essayant d'en éloigner les inconvénients. Notre idée contemporaine de jardin public est en effet très récente. Et pourtant, même à l'intérieur de ces villes, au départ, il y avait la place pour le végétal. On est ici sur une ville du début du Moyen-Âge en Italie, qui s'appelle Monteriggioni, qui a eu la chance ou la malchance de ne pas se développer en période successive et qui donc garde un plan typique de cette période, dans laquelle vous voyez bien, autour de l'habitat et entre l'habitat et l'enceinte fortifiée, restent des grandes surfaces végétalisées. Ces grandes surfaces ne correspondent pas du tout à des jardins publics, mais plutôt à des jardins nourriciers, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir suffisamment d'espace à l'intérieur des enceintes fortifiées pour, en cas de siège, pouvoir continuer à se nourrir en faisant pousser directement, via ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'agriculture urbaine, suffisamment de denrées et d'élevage de petits animaux, plutôt des poules, pour pouvoir survivre. Mais au fur et à mesure que les villes se sont remplies d'habitants, à l'intérieur de ces enceintes fortifiées, on a densifié, continué à construire la ville sur la ville jusqu'à anéantir tous les espaces qui étaient non urbanisés. Vous voyez ici sur la partie en haut à gauche, la ville de Barcelone à l'intérieur des murs et sur la partie en bas à droite,
l'expansion de 1859 d'Ildefonso-Cerda. Du coup, vous voyez bien à quel point la ville qui a dû se contenir à l'intérieur des murailles a fini par ne plus posséder aucun espace libre d'urbanisation, alors qu'à l'extérieur, on récrée une trame urbaine avec des grands boulevards dans lesquels il va être possible de planter des arbres, où on aura des jardins à l'intérieur des îlots, etc. Et du coup, l'inexistence actuelle à l'intérieur des villes patrimoniales des espaces verts est due au fait qu'au cours de l'histoire, la superposition de différentes strates et la densification progressive ont fini par occuper tout l'espace possible. Si on regarde à l'idée de la ville idéale, et on reprend la ville idéale en particulier de la Renaissance en Italie, on se rend compte que la nature ne fait pas vraiment partie de l'idéal de ces espaces urbains tant qu'ils sont conçus. Dans les dessins qui les représentent, la nature n'apparaît pas, ni sur les plans, ni sur les vues en perspective, qui sont aussi une première de l'époque de la Renaissance, puisque la représentation en perspective est codifiée à ce moment-là, où on met en scène des villes éminemment minérales, où l'élément de référence n'est pas la présence du végétal dans la ville, mais plutôt la présence de ce que l'homme a réalisé à l'intérieur de ces espaces, y compris dans le peu de réalisation effective qu'il y a des villes idéales dès la Renaissance. Ici, c'est Palmanova en Italie, où vous voyez, encore une fois, la partie végétale ou naturelle crée une rupture entre l'intérieur de la ville et l'extérieur, qui est la zone cultivée. Donc, on se retrouve avec une espèce de ceinture qui est verte et qui a une fonction de défense. Une petite exception à cette disparition progressive est constituée par les jardins botaniques. Les jardins botaniques, en fait, ils sont inventés aussi à la Renaissance et ils sont une espèce de prosécution des jardins des simples monastiques, qui étaient donc des jardins eux aussi productifs. On va rester sur des jardins en partie productifs, mais qui vont s'agrandir vers une classification et une nomenclature scientifique de plein d'espèces qui viennent d'autres pays, qui sont rapportées à travers les voyages des voyageurs et les entreprises coloniales, et qui vont donc nourrir des grands parcs qui seront assez vite ouverts au public. Le premier parc botanique existant, c'est en 1543 à Pise, mais il sera remplacé, il existe encore, mais il a changé de site. Le plus ancien encore sur le même site est celui de Padoue, qui a été créé en 1545. Dans la ville ancienne, donc, on a une double rupture, un double lien entre rupture et dépendance qui lie les citadins à la nature. La nature est généreuse et prospère et en même temps elle est menaçante et perçue et vécue comme faisant autorité. La révolution industrielle renversera progressivement ce rapport de force, si bien que dans la ville moderne, les rapports sociaux et la technique ont permis à la fois de s'affranchir du caractère utilitariste de la nature, rompant le lien de dépendance, et dans une certaine mesure de se protéger des risques naturels en réduisant l'appréhension à son regard. La ville prend en quelque sorte son indépendance par rapport à la nature en cherchant à la dominer à son tour et en y parvenant, elle va jusqu'à l'oublier, du moins temporairement et de façon illusoire. Vous voyez ici le centre de la ville de Tours qui s'est créé le long de la Loire pour des raisons d'exploitation de cette nature, donc l'axe fluvial comme axe de transport. En même temps que c'est un axe menaçant dont il faut se défendre par rapport aux inondations. Donc on n'a pas poussé l'urbanisation jusqu'au bord jusqu'à très récemment. On a commencé à construire des tourcis et puis des digues pour pouvoir se défendre de la menace. Et on n'a pas réussi à urbaniser le côté nord puisqu'il y a le coteau et des zones trop escarpées pour être urbanisées qui restent aujourd'hui comme une nature un peu par défaut, mais on verra plus tard à quel point ils sont devenus aujourd'hui une vraie ressource à mettre en valeur. On commencera sur la présence de la nature en ville comme un temps d'apprivoisement. Un apprivoisement qui va mener au jardin urbain. Après la révolution industrielle, l'occidentalisation, le métissage, puis la mondialisation ont, comme ailleurs, opéré dans ces domaines. On a exporté les idées, les modèles, les modes de faire,
Et on est arrivé à une typologie de jardins qui se diversifie considérablement, tout en étant dominé par les jardins publics comme outil d'aménagement dans des civilisations qui deviennent de plus en plus urbaines. La démocratisation des pratiques rend également la dimension sociale de plus en plus prégnante, tandis que s'affirment des figures professionnelles spécifiques, paysagistes, voire artistes. Dès l'Antiquité, on avait aménagé dans les villes des promenades urbaines et des espaces plantés, fragments de nature destinés à l'agrément des habitants. Ces préoccupations s'affirment de longue date comme inhérentes à la volonté de développer harmonieusement la ville. Les cardinaux de la Renaissance ouvraient déjà leurs villas à Rome à quiconque veut s'en servir, comme dit Montaigne, et certains jardins royaux. C'est le cas par exemple des Tuileries qui accueillent les promeneurs convenablement vêtus d'une façon toute relative, puisqu'ils vont être ouverts une fois par an pour l'anniversaire du roi. Donc ça reste un jardin éminemment privé, mais qui est ouvert un peu avec la même intention que celle de mettre en place les Champs-Élysées, c'est-à-dire comme le reflet d'un désir d'ostentation royale. Donc on ouvre son propre jardin à la population puisqu'elle puisse avoir un aperçu et donc quelque part une idée de luxe et du faste dans lequel vivent les membres de la cour, alors qu'eux, ils n'en font pas partie. Et on reproduit sur l'échelle urbaine et dans l'espace public le même type d'opération via la mise en place, notamment des Champs-Élysées en 1640. Et par la suite, on commencera à parler d'embellissement urbain. On aura une certaine obsession de la salubrité qui vont amener, en particulier pendant l'époque de l'Europe des Lumières, au développement de politiques concertées. Et on va commencer à avoir, par exemple, de promenades publiques installées sur les anciennes fortifications. Ici, par exemple, vous avez l'exemple de Lucques en Italie, mais vous en avez énormément en France aussi, Dijon, Perpignan, etc. On assiste aussi à peu près en même temps, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, de la naissance des parcs à thème. On aura en 1767 le Prater à Vienne, en 1751 Vauxhall à Londres, qui ont plein de caractéristiques en commun, une entrée payante, des espaces arborés, des promenades publiques, des manèges, des spectacles, des feux d'artifice, des kiosques pour manger, et qui sont en fait les prémices des exemples qu'on appelle aujourd'hui des parcs Disneyland, donc des parcs d'agrément pour la population au grand complet, ouvertes globalement au public. Puis il y a un autre effet qui est celui en France de la Révolution française qui va d'emblée ouvrir des espaces éminemment privés et encore une fois représentation de la royauté absolue. Vous avez ici évidemment le plan de Versailles qui est vraiment le miroir de ce désir de pouvoir absolu, qui est un parc conçu pour représenter le pouvoir en lui-même, c'est-à-dire que c'est un parc dont la visuelle en perspective ne s'arrête pas aux limites du parc lui-même. Des percées de vue sont opérées dans tout le mur extérieur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de limite à la vue et que donc on a un peu un aperçu de quel était le désir du souverain, qui était celui de jamais voir le territoire sur lequel il pouvait gouverner s'arrêter, mais qui devait donc avoir une vision absolue de l'espace qu'il pouvait dominer et qui seront, après la Révolution, ouvertes au public et ouverts au grand public, au point qu'on va se retrouver avec des femmes venant faire leur lessive dans les fontaines de Versailles et qui vont étendre leur linge sur les haies taillées en taupière qui font encore aujourd'hui la renommée de Versailles. Cependant, avec la révolution industrielle et son corollaire, qui est l'urbanisation massive, dans l'esprit des réformateurs, le terme du parc public devient un instrument de contrôle sanitaire et social de la croissance urbaine. Dès 1829, à Londres, on théorise la nécessité d'une planification globale et on propose un schéma relativement utopique où s'alternent des ceintures concentriques qu'on appellera belt, donc ceinture en anglais, et des zones construites et ou rurales.
on part d'une évidence qui est celle de la ville industrielle où les espaces d'habitation pour les ouvriers sont extrêmement exigus et insalubres. Ici, vous avez une des extensions de Londres et ici, vous avez un plan d'un logement pour une famille de 6-8 personnes dans lequel vous avez un seul et même espace qui est convertible entre jour et nuit pour pouvoir dormir dans le même espace dans lequel on cuisine et on mange. Et on se retrouve donc avec une vraie nécessité pour des questions de prolonger, ne serait-ce que l'espérance de vie des ouvriers qui ne sont pas aussi remplaçables que l'été, comme disait le conférencier précédent, les esclaves. Et du coup, on se retrouve véritablement à repenser les espaces de la ville par la verdure et la présence de végétal qu'on essaye de mettre en tranche en fait, entre les zones urbanisées et les zones laissées en nature, quoi que le mot nature signifie, puisque la partie rurale est donc plutôt agricole, est de toute façon définie de nature, malgré le fait qu'il n'y a rien de naturel dans l'agriculture et qu'il s'agit bien d'une activité anthropique. On commence à proposer des parcs urbains qui ne sont pas le réinvestissement de parcs privés ouverts au public qui appartenaient jadis à l'aristocratie, mais on conçoit des parcs pour qu'ils soient des parcs urbains publics ouverts à toute la population. Et on arrive à l'exemple des États-Unis, qui sont un pays qui, à travers un acte de congrès, prévoit une façon de développer la ville qui est installée sur un plan en damier où tous les îlots se rassemblent d'un point de vue de leur taille, de leur orientation, dans une idée d'équité envers la population, où tout le monde aurait droit au même type de parcelles, avec le même ensoleillement, et où on regroupe les espaces verts dans un énorme espace vert central, géométriquement central par rapport à l'espace urbain, toujours dans cette idée d'égalité. L'égalité va assez rapidement se diluer puisque la pression foncière et l'ouverture au marché font que les parcelles ont beau être toutes pareilles, il y en a qui ont les moyens de s'en acheter 2 voire 4 et du coup assez rapidement cette idée de base qui était celle de l'égalité est bafouée et du coup autour de ces grands parcs vous trouvez évidemment que les populations extrêmement aisées et les populations les moins aisées on s'en repoussé progressivement plus loin, ce qui est évidemment bien le cas de New York, où vous avez le long du Central Park, la Fifth Avenue, qui est donc la rue la plus aisée et avec les prix les plus élevés de la ville, alors que finalement Harlem ne se situe pas beaucoup plus au nord du Central Park et qui est un quartier extrêmement paupérisé. Pour revenir en France, l'obsession de vouloir mettre en place une série d'espaces verts au moment où on commence à parler d'hygiénisme dans l'urbanisme font que Napoléon III va confier à Georges Eugène Haussmann, qui est préfet de la Seine, en 1853, secondé par l'ingénieur Adolphe Alphand, le fait de réorganiser les espaces verts à l'intérieur de la ville de Paris. Cette opération va commencer par le fait de transformer tout ce qui a été propriété du roi et de la cour et des aristocrates en des espaces de jardins ouverts au public. On va réorganiser globalement la trame qui relie tous ces espaces en la ponctuant d'un certain nombre de squares et en connectant ces squares et ces gros jardins à travers des boulevards arborés, en instituant une hiérarchie entre le type des rues, les boulevards qui sont arborés et les rues plus petites qui ne le sont jamais, jusqu'à créer ce qu'aujourd'hui on aurait tendance à définir une trame verte, même si le terme ne s'applique pas du tout à cette époque, c'est bien ce qui va être mis en place. Avant les travaux d'Haussmann, on compte 50 000 arbres à Paris. Il y en a le double après l'intervention d'Haussmann et de Alphand. La nature pour Alphand, donc vous voyez ici une section qui vous montre la section du boulevard et les sections édifiées à côté. Donc ce système va se baser sur des parcs, des espaces publics plantés sur l'ensemble de Paris, à commencer par le bois de Vincennes
et le bois de Boulogne, qui sont donc des anciens bois de chasse royale qui deviennent des espaces de parcs publics qui sont en limite d'aire urbaine à cette époque et qui vont être reliés notamment par l'avenue Foch, donc, qui est bien un des boulevards iconiques de ce système de tram et qui vont s'appuyer aussi sur le petit jardin, en partie existant, en partie transformé et mis en place sur cette période, avec des énormes travaux, en particulier pour les buttes Chaumont, qui sont une ancienne carrière transformée en jardin, pour le parc Montsouris, et sur l'ensemble des squares qui vont donc ponctuer aussi fréquemment que possible tous les quartiers de la ville de Paris. À chaque fois qu'il y a un espace qui n'est pas construit ou qu'on peut raser pour laisser de l'espace libre à la verdure, qui va recevoir un square. Tous les squares sont différents entre eux. Il y en a qui sont complètement ouverts au public, il y en a qui sont plutôt ouverts aux habitants des alentours, donc qui sont plutôt de pertinence du quartier. Ça s'inspire de l'idée des squares, c'est pour ça que ça a le même nom des squares anglais. Par contre, ça reste des parcs publics, alors que dans les villes anglaises, l'idée de square, c'est du jardin de proximité dont on a la clé si on habite dans le quartier, donc avec une grille fermée qui renvoie juste au fait qu'on n'a pas suffisamment de place pour faire des espaces verts au bas et au pied de chaque immeuble et qu'on les concentre dans un espace central, mais qui reste de pertinence privée des habitants des alentours. À Paris, les squares sont en majorité publics et de nature et de forme extrêmement différentes. Il y aura un certain nombre de paysagistes très connus qui vont intervenir avec vu le succès de Paris, avec des interventions de type similaire. Vous avez par exemple les frères Buller qui sont extrêmement connus et qui vont réaliser à Tours, pour prendre un exemple spécifique, 2 jardins. Un qui est la place François Sicard, donc à la sortie de l'immeuble des Beaux-Arts, où vous avez une très grande contradiction ou mise en tension entre le jardin qui est à l'intérieur du bâtiment de l'ancien archevêché qui est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. Vous avez un jardin à la française où donc la nature est totalement domestiquée, maîtrisée, découpée en forme pour qu'elle puisse exactement représenter une idée de nature qu'on domine et qu'on a domestiquée. Et à l'extérieur, sur la toute petite place, un jardin à l'anglaise dans laquelle la nature est également maîtrisée, mais où elle fait semblant d'être une nature naturelle, où donc on reconstitue un paysage idéal, un paysage qui évolue, alors qu'en fait on s'arrange pour qu'il continue d'évoluer à l'intérieur d'un cadre extrêmement défini. L'autre est le jardin des prébendes, donc le jardin symbole d'un quartier qui s'adresse à une classe sociale en émergence, qui est celle notamment représentée par toutes les interventions d'Haussmann, donc qui est donc celle de la bourgeoisie, et qui va être représentée non seulement par un style architectural qui lui est réservé en tant que représentation de la place qu'on occupe en société, mais aussi par des espaces végétaux conçus pour cette classe sociale qui sont essentiellement des jardins contemplatifs et qui va donc se voir là aussi mise en valeur par la présence de grands espaces dédiés à l'espace vert, surtout dans des zones dans lesquelles la spéculation foncière va assez vite faire monter les prix du foncier et du coup pouvoir avoir le luxe de garder un espace de cette taille à l'intérieur d'un quartier aussi dense en espace de jardin, encore une fois, réaffirme le pouvoir économique de cette classe sociale. Et puis vous avez aussi le grand paysagiste Éluard André, donc, qui a aussi une maison en Touraine, à la Croix en Touraine, où il a laissé un jardin qui aujourd'hui porte son nom, qui est le jardin qui était attenant à sa résidence et qui du coup est transformé lui aussi en parc public à la Croix en Touraine. Je suis censée finir d'un... Ça va aller, ça va faire.
On va passer à une période dans laquelle on lâche progressivement l'idée de domestiquer complètement la nature et on s'approche de types de jardins qui commencent à penser qu'on pourrait laisser une partie de l'espace végétal relativement sauvage, mais surtout le mettre en scène pour sa sauvagité. Il y a toute une série ou une génération de parcs publics, en particulier à Paris, qui vont commencer à travailler sur des espaces de loisirs qui sont aussi des espaces culturels. On va de plus en plus converger les deux programmes, être en air libre, être dans un espace vert, poumon vert, dans lequel on peut faire du sport, mais aussi avoir une activité culturelle qui se superpose. Et donc les parcs sont ponctués d'objets qui contiennent ces activités culturelles. Et du coup, la présence de bâtiments iconiques, les Folies à la Villette, mais d'autres types de bâtiments dans d'autres parcs sont aussi le fruit de cette hybridation entre programmes culturels et programmes de parcs et d'espaces végétaux ouverts au public. Vous avez le parc de Bercy, dans lequel il y a encore cette idée de mettre sur des lignes géométriques la plantation arborée, ce qui va progressivement être dilué vers des parcs qui sont de moins en moins tirés à la ligne. Vous avez le parc Citroën qui est exactement une hybridation entre les deux, c'est-à-dire que vous avez la partie centrale qui est vraiment comme un green de golf où tout est découpé de façon parfaite, et puis toute une série de petits jardins sur le côté qui sont des jardins de couleurs qui évoluent en fonction des saisons, dans lesquels il y a des floraisons, des feuilles qui tombent et qui changent régulièrement l'esthétique et le paysage de chacun de ces petits jardins, ce qui vous permet de vous déplacer de 10 mètres, de changer complètement d'environnement végétal dans lequel vous êtes en tant que forme, en tant qu'espèce, en tant que parfum, en tant que couleur. Il y a le jardin Atlantique qui est sur le toit de la gare Montparnasse, qui est un jardin très très peu fréquenté, parce qu'il est très très peu fréquenté par rapport à la fréquence des jardins parisiens, parce qu'il est sur dalle et du coup il est relativement peu un jardin de passage. C'est plutôt un jardin dans lequel tous ceux qui habitent autour se rendent, mais qui n'est pas un jardin dans lequel on va faire un pique-nique le samedi-dimanche. Par contre, il y a une présence très importante d'espaces organisés sportifs. Donc la fréquentation va être plutôt en ce qui concerne tous les terrains de tennis, etc. Et l'exposition du jardin par rapport à sa forme est aussi conçue plus pour être utile à ceux qui pratiquent une activité sportive que vers la partie végétale, qui est plutôt conçue comme une espèce d'accompagnement de toute une série d'activités urbaines qui ont besoin d'un site pour pouvoir se placer. On arrive à des projets plus récents qui sont celles qui lâchent progressivement la maîtrise absolue. Le Square Batignolles, qui commence à travailler sur une idée de jardin qui n'est pas toujours le même, c'est une idée de jardin dans lequel, il me reste des jardins dans lesquels on a de moins en moins cette idée que c'est une autorité extérieure qui conçoit un jardin, qui l'implante et que plus personne n'a le droit d'y toucher. On commence à avoir des idées de jardin dans lesquels la population, voire les habitants, voire les usagers, peuvent participer soit à la prise de décision, soit à l'entretien régulier sur certaines parties, revoir certaines combinaisons de végétaux ou de couleurs, etc. Et dans lequel aussi progressivement on voit apparaître de l'eau, pas juste de l'eau en tant que miroir qui met en scène ce qu'il y a autour, mais aussi de l'eau comme réceptacle de différents végétaux qui vont enfin pouvoir être présents sans qu'on les considère comme un marécage, qui est en général un point de vue plutôt urbain et plutôt négatif vers les mares, et où on commence à dynamiser l'espace via des traits qui ne sont plus rectilignes, mais qui commencent à être courbes dans le dessin, mais aussi dans le vallonnement des différents espaces.
On voit aussi progressivement la végétation envahir l'architecture elle-même. Donc on a un retour où on fait rentrer la végétation dans l'architecture. Ici, c'est un exemple extrêmement connu. Donc c'est le bois vertical Stefano Boeri à Milan, mais qui est un exemple qui est de plus en plus cité, repris, réinterprété. C'est l'un des premiers exemples, mais ce n'est certainement pas le dernier, dans l'idée qu'on pourrait penser à un bois habité plutôt qu'un bois autour des habitations. Et c'est évidemment aussi l'idée de Michel Blanc des façades végétalisées. Ici, c'est celle sur les murs extérieurs du musée du Quai Branly à Paris, mais il commence à y en avoir un peu partout. Ce n'est pas super évident de les faire rester en vie. Il y a un certain nombre de réglages à faire entre l'ensoleillement, la température, l'eau et le type d'espèce. Mais une fois que ça marche, ça permet aussi d'obtenir d'autres éléments positifs, l'amélioration du confort thermique à l'intérieur des bâtiments notamment. Et on voit de plus en plus ce que Gilles Clément a appelé le jardin en mouvement, un jardin dans lequel les espèces, notamment des graminées, sont libres de se déplacer dans le temps et dans l'espace comme elles veulent. Donc c'est des jardins qui cumulent différents points positifs. Pour l'usager, c'est des jardins qui se renouvellent en permanence, donc que vous pouvez voir évoluer au cours des saisons, mais au cours des années aussi. Pour les autorités, c'est des jardins à très faible maintenance, donc ça vous permet de ne pas devoir avoir recours à énormément de jardiniers, donc de gagner d'un point de vue des dépenses publiques. Et c'est des jardins aussi qui vous permettent de passer à un mode de gestion de type zéro phyto, et donc du coup, là encore une fois, d'opérer pour le développement durable et de ne pas avoir à investir dans des forts traitements en entrant en pesticides, voire en engrais. Donc tout le monde est gagnant, avec ces jardins qui sont notamment pleins d'espèces qu'on a jusqu'à récemment considérées comme pas des espèces à valoriser à l'intérieur de cette nature domestiquée, puisqu'ils représentent plutôt des espèces rustiques, voire rurales. On va jusqu'aux images rêvées de la ville du futur, dans laquelle on met en scène systématiquement la présence de ce végétal en ville, comme si, en fait, on s'affranchissait de la ville pour avoir qu'est du végétal. Ça reste pour moi des images fortement rêvées. Et vous avez aussi une espèce de retour de boomerang, le retour de l'agriculture urbaine. Donc ce qu'on a dû quelque part évacuer à partir de la fin du Moyen-Âge, on le voit revenir d'un plein d'initiatives citoyennes qui travaillent pas tant ou pas seulement pour la production de nourriture, mais pour la production de liens sociaux à travers le fait de travailler dans l'agriculture urbaine, sur l'idée de ramener chez les citadins une certaine amour du travail de la terre, une certaine capacité à travailler avec ses mains, un certain plaisir de voir pousser quelque chose qu'on a planté, etc. Donc qui travaille sur plein d'autres niveaux que celui uniquement de la production de nourriture. De toute façon, pour l'instant, tous les calculs disent qu'on n'arrivera jamais à produire plus que le 30% de nourriture nécessaire aux villes à l'intérieur des villes, ce qui est quand même pas négligeable, mais qui ne nous permettra pas de résoudre le problème. Et vous avez un site très intéressant qui est mis en place par l'université de Ryerson à Toronto, au Canada, qui s'appelle Carrot City et qui recense toutes les expériences et actions de type agriculture urbaine partout dans le monde, qui a mis en place une exposition itinérante qui se nourrit à chaque fois qu'elle change de site des panneaux et des nouvelles expériences apportées par le site qui l'accueille, qui est donc cumulatif, participatif, dans lequel tous les bons exemples sont mis en valeur afin qu'on puisse en inspirer pour pouvoir éventuellement les reproduire. D'un point de vue du patrimoine culturel, je retourne à mes antisèches. Aujourd'hui, suite à l'expansion urbaine du dernier siècle, des portions de nature se trouvent intégrées dans des organismes urbains beaucoup plus grands,
valorisé en tant que gage de qualité de vie et argument de marketing pour promouvoir une ville et la projeter dans un contexte globalisé de ville où il ferait bon vivre. Je remets Tours parce que ça va être exactement la même photo, c'est juste le discours qu'on construit autour qui n'est plus celui d'avoir utilisé cet espace pour s'implanter parce que c'était un espace utile pour le transport, ni on ne parle plus d'une nature qu'on a dû conserver par défaut parce qu'on n'arrivait pas à s'en défaire. Au contraire, on met en avant cette présence comme un gage de qualité de vie, comme un gage de ville dans laquelle il fait bon vivre, où on promeut ce qui reste de cette nature comme un vrai couloir qui apporte de l'eau, de l'espace récréatif, de l'espace végétal, qui crée un poumon vert, qui agit contre les îlots de chaleur, etc. Et du coup, on a transformé cette contrainte on en a tout quasiment total. Il nous reste les petites incertitudes des inondations, mais on a désormais soit appris à s'en protéger, soit on a prévu des plans d'évacuation suffisamment performant pour pouvoir penser qu'on sera en mesure 72 heures, qui est le temps qu'il faut à Tours pour savoir quand est-ce qu'une inondation va arriver, pour pouvoir évacuer toute la population qui est entre la Loire et le Cher et qui donc serait obligée de se reporter sur les hauteurs. Et en même temps, vous voyez aussi sur les boulevards Heurteloup et Béranger, l'arrivée des idées haussmanniennes, donc l'ouverture des grands boulevards plantés qui vont, à Tours aussi comme ailleurs, border le lieu de résidence préféré de la population bourgeoise et qui vont donc recréer un couloir de nature domestiqué qui est parallèle au couloir de nature qu'on veut encore définir sauvage, même s'il n'y a plus rien de sauvage en tant que tel dans la Loire, c'est une nature plantée, mais c'est quand même une nature qui a l'esthétique sauvage, puisque la Loire n'est pas comme le Cher, contrainte entre deux digues et donc à fonctionnement naturel. Et on utilise donc aujourd'hui ces images pour reconstruire un marketing, changer l'image d'une ville qui, en particulier en tant que ville protégée par un secteur sauvegardé de type patrimonial, a un peu ou traîne un peu la nommée de ville pas trop dynamique en fait, puisque souvent le patrimoine, en particulier architectural, est associé à l'idée de vieille pierre. Et là, à travers cette mise en valeur de ce qui reste de la nature en ville, on reconstruit une nouvelle image, au point qu'on recrée une nouvelle entrée de ville via le projet Porte de Loire, qui associe ville et Loire, qui se place à un endroit absolument stratégique d'un point de vue de sa localisation, qui est la place Anatole France, qui est exactement à l'interface entre ce qui reste de la ville historique et ce qui reste de cette nature urbaine. Il nous reste aussi la question du patrimoine naturel, qui en tant que tel n'apparaît quasiment jamais, puisque c'est toujours une nature tellement fortement travaillée par l'homme, que de naturel, il ne reste plus que les végétaux, mais qui ne sont pas des végétaux à haute valeur ajoutée d'un point de vue de leur importance patrimoniale. Et globalement, l'intérêt de la nature pour elle-même est extrêmement peu présent. La valeur de la nature d'un point de vue intrinsèque n'est quasiment jamais présent. On parle toujours d'un patrimoine naturel pour les valeurs qu'il pourrait apporter à la vie des hommes qui l'habitent. J'arrive, j'ai encore 2 minutes, donc j'ai le temps de finir mes conclusions. Donc j'arrive aux conclusions. Par rapport au fait que des espaces de nature persistent un peu par défaut, après des longues périodes d'abandon et de délaissement de la part des politiques publiques, où ils ont été vécus comme une contrainte. Toutefois, dans des ensembles urbains consolidés et patrimoniaux, leur présence est aujourd'hui à nouveau valorisée comme un trait à haute valeur ajoutée et considérée comme extrêmement précieux. Cette valeur est cependant toujours liée aux composants culturels et anthropiques et pour les bienfaits que la nature peut apporter à l'homme et à la qualité de vie en ville. La nature, pour sa valeur intrinsèque, n'apparaît que très rarement. Approfondir la convergence entre patrimoine culturel et patrimoine naturel fait partie des défis encore posés aux politiques de la ville. Si on regarde la présence de la nature en ville, on se rend particulièrement compte d'à quel point les végétaux ne sont
qu'un élément de mobilier urbain, souvent plus contraint que le mobilier urbain lui-même. La question des racines et de l'envahissement des racines par rapport à l'enrobé des trottoirs est particulièrement important. La façon dont on essaie de protéger, on ne sait pas si c'est les arbres des hommes ou l'homme des arbres, via ces espèces de cages dans lesquelles on met les arbres. On est un exemple. Les avaloirs autour des pieds d'arbres aussi. Voir le fait qu'on plante des espèces bien trop grandes d'un point de vue de la taille qu'elles vont avoir quand elles seront à maturité par rapport aux espaces dans lesquels on les implante, voir les tentatives de changer de type d'enrobage par rapport aux racines, ce qui crée encore plus de problèmes, pour ne pas parler des dispositifs anti-vol, qui sont donc des câbles d'acier qui sont mis entre la motte et le tronc des arbres et ancrés avec des poteaux métalliques par terre avant de recouvrir de terre pour éviter que les arbres en pot ou en pleine terre puissent disparaître de l'endroit où ils sont posés. Aujourd'hui, il y a aussi en ville plein de nouvelles essais, en particulier celui des micro-forêts, où on fait des micro-forêts urbaines. Mais si vous regardez quelles sont les raisons pour lesquelles on fait ces micro-forêts, on se rend compte qu'à part enrichir la biodiversité, les autres, apporter de la fraîcheur en ville, atténuer le réchauffement climatique et absorber les eaux des pluies, sont encore une fois, des bienfaits utiles non pas à la nature en elle-même, mais aux bienfaits envers l'homme qui habite les villes. Et si on y réfléchit bien, enrichir la biodiversité en fait aussi partie, puisqu'on sait très bien que la biodiversité sera, une fois que nous ne serons plus là, en mesure de se régénérer toute seule. Donc si on la garde, c'est parce qu'on veut survivre, nous aussi. Pour conclure avec une petite note d'espoir, quand même un bel exemple d'une autre façon de penser la nature en ville, l'IR d'Herbosens dans le parc Henri Matisse à Lille, qui est un projet de Gilles Clément, donc celui du Jardin en mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, réalisé en 1996 et 2003, où au moment de la réalisation d'un parc sur un délaissé urbain en dehors des remparts de Lille. L'idée de Gilles Clément est celle de recréer un espace de sanctuarisation pour une nature spontanée en recréant une espèce d'île, en fait, comme si c'était un rempart, donc inaccessible pour les usagers qui sont au niveau zéro, au niveau des douves d'une certaine façon, avec ce rempart sur lequel il a été planté de la nature endémique spontanée de la région qui va continuer à évoluer, à se développer, à changer toute seule sans que l'homme n'y mette plus le pied et qui donc, quelque part, permet de voir qu'une cohabitation éventuellement serait possible entre des espaces de nature en ville auxquels l'homme n'a pas accès, sachant que de toute façon l'eau, l'air vont être quand même la même pour tout le monde, mais au moins la terre va leur être consacrée, alors qu'ils sont quand même entourés d'usages anthropiques qui n'excluent donc pas complètement l'homme, mais qui essayent de permettre aux deux, à l'espèce envahissante que nous sommes et aux autres espèces, en particulier végétales, de survivre en même temps en ville. Merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Madame Bardelli. Allez-y. Je voulais revenir sur la façon dont vous avez changé la présentation de Tours au début et après. En fait, juste avant, on a assisté à une conférence sur le greenwashing. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme dans les politiques publiques qui présentent la nature comme un élément de valorisation de la vie? Absolument. Absolument, j'aurais peut-être pas osé définir du greenwashing, mais on transforme les contraintes en atouts, donc faire se peut. Donc là, c'est juste une question de narratif. Comment on décrit un espace? Là, les mots développement durable, poumon vert, loisirs, etc. sont devenus des mots extrêmement à la mode. On a l'espace pour les placer.
ça coule de source que les politiques publiques vous proposent ça, non pas comme une contrainte, attention à l'inondation, qui passe un peu submergé dans les vitrines que personne ne lit, et à chaque fois qu'on achète une maison au centre-ville de Tours, le fait que ça soit en zone inondable apparaît dans une petite postille à la fin du contrat. Mais au contraire, on vous dit que c'est un super espace. Il y a la gangatité, c'est un espace de socialisation, il y a plein d'activités culturelles. Évidemment, c'est la narrative qu'on transforme en fait, sans toucher à l'espace, profondément. Ouais. Cet exemple-là de transformation sans toucher à l'espace, on l'a dans le quartier qui est en train de se construire, pas loin de la station Total, de la Chambre des métiers. Dans le quartier des Fontaines, là. Il y a un endroit où on a décrit des éléments. Oui, voilà. ouais. Et là, il y a les affiches de promotion, c'est un nouveau quartier vert. Oui, alors il y a aussi dans la volonté de la mairie actuelle qui est à forte composant ELV, tout un discours sur la partie mise en valeur de végétal en ville, en particulier via les expériences collaboratives et d'agriculture urbaine qui pour l'instant ne sont pas hyper bien, enfin qui n'ont pas énormément de succès. Donc il y a toute une série de bacs de cultivation collective dans différents quartiers qui ont été mis en place, qui ont été repris par la ville, puisque l'autogestion des habitants ne marchait pas. Mais il y a plein d'expérimentations de la mairie actuelle sur plein de petits projets où, à chaque fois que c'est possible, et notamment 3 micro-forêts, je crois, autour, pour l'instant, qui se mettent en place. Donc, toutes les tentatives connues pour l'instant, la ville de Tours est en train de faire des expérimentations autant que faire se peut, avec beaucoup de bonne volonté. Moins dans le greenwashing, du coup, un peu moins. Enfin, il y a au moins de la défense de valeurs derrière. Ben, merci beaucoup pour cette conférence. Merci Madame Verdelli. Est-ce que c'est pareil en Italie? Ouais, globalement, oui. C'est peut-être la présence de nature en ville qui n'est pas exactement la même. Dans les grandes villes, l'anéantissement des zones vertes a été beaucoup plus drastique et dramatique qu'en France. Les expériences de Haussmann ou de Alphand n'existent quasiment pas. Donc vous allez dans des grandes villes comme Milan. Milan aujourd'hui fait un discours de ville des 15 minutes comme à Paris. Mais Milan, dans les années 90, avait dû compter chaque buisson pour pouvoir entrer dans le minimum des standards européens de nombre de mètres carrés de verdure par habitant. Du coup, ça part de beaucoup plus loin, mais la dynamique est un peu la même. Mais Julio, tu fais espagnol ou allemand? T'avais vu sur le début, t'avais vu sur le début, c'était très très bien. C'est par information.